Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 284 du podcast Je peux pas, j'ai business. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà la stratégie de création de contenu. Cette stratégie, je dis que ça s'appelle stratégie, mais je sais que beaucoup d'entre vous le faites naturellement, sans forcément même appeler ça stratégie, qui consiste à poster du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur un média type blog, podcast, chaîne YouTube, etc., pour faire valoir votre expertise, créer votre légitimité, décrocher des opportunités, être visible, convertir, trouver des clients, etc. C'est un secret pour personne. La création de contenu est l'une des stratégies les plus populaires et les plus popularisées et appréciées dans le monde de l'entrepreneuriat et tout spécifiquement de l'entrepreneuriat en ligne pour toutes les raisons citées précédemment. Et bien souvent, c'est la stratégie numéro 1 qu'on apprend à quelqu'un qui cherche à se développer et à trouver des clients. Sauf que là où le bas blesse, parce que rien n'est jamais parfait, c'est que bien souvent, le retour qu'on me fait tout le temps, c'est que c'est épuisant de créer du contenu. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas des créateurs de contenu, on est des entrepreneurs et que passer 3 jours à créer 3 posts Instagram, que passer 4 heures sur un réel alors qu'on va pas se mentir, on n'est pas vidéaste et on n'est pas non plus TikToker, que de passer 10 heures à créer un carrousel sur Canva et à essayer de trouver la meilleure description pour au final se retrouver avec 3 pauvres likes, 0 commentaire et puis personne qui réagit. Il n'y a rien de plus frustrant et encore une fois, rien de plus épuisant. C'est pour ça que même si, à titre personnel, j'adore créer du contenu, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'échange avec Cindy, fondatrice de Graphic Media, sur comment créer du contenu sans s'épuiser. Qu'est-ce qui fonctionne en 2024 et pour les années à venir? Qu'est-ce qui fait qu'on s'épuise? Quelles sont les erreurs et les pièges à éviter? Et surtout, c'est quoi le secret pour créer du contenu efficace, du contenu qui attire, du contenu qui engage, du contenu qui convertit, sans y passer des heures et sans avoir envie parfois de jeter son ordinateur au travers de la fenêtre. Voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Je vous laisse découvrir mon échange avec Cindy et je vous retrouve après pour la conclusion. Hello Cindy et bienvenue, je dirais même re-bienvenue encore une fois sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Aline, écoute, je suis trop contente. Tu sais qu'avant l'épisode, j'ai été revoir pour me rappeler la dernière fois que j'étais venue, c'était en 2021. Ça fait bientôt 3 ans que j'étais venue pour la première fois sur le podcast, donc je suis trop contente d'être à nouveau avec toi aujourd'hui. Et en plus, il y a plein de choses qui ont évolué entre-temps, donc j'ai hâte qu'on en parle. Mais tu fais partie effectivement de ces invités récurrentes que je prends plaisir à recevoir de temps en temps, donc merci encore d'être là. Si tu devais te présenter en 3 points, 3 bullet points, comment tu le formulerais ? Alors, moi c'est Cindy, je viens de Suisse. J'aime bien le préciser, comme ça s'il y a un accent ou quoi... où je sors un 80, oula, je commence à avoir déjà l'accent français à dire 80. À 80 si je sors un 80, voilà, si je sors un 80 francs, les gens comprendront. Moi, je suis une amoureuse de la création de contenu, principalement sur Instagram, et j'ai vraiment envie de faire en sorte que ça soit facile, rapide et fluide pour les gens. Donc voilà un peu en 3 points rapides, si je devais me décrire. Dans le milieu du business, en tout cas. Alors, comme quoi, on peut être amoureux de la création de contenu et je pense que ça va un peu résumer le fil rouge de tout cet épisode de podcast de comment est-ce que c'est possible d'être amoureux de la création de contenu quand on passe 3 heures à faire un post, 4 heures à créer un réel et qu'on a l'impression que ça absorbe toute notre énergie vitale et notre hype dans le business pour au final 3 pauvres likes. Alors on rend hommage aux likes existants, mais souvent on a l'impression de s'investir beaucoup trop sur notre création de contenu vs les résultats en termes de visibilité ou voire même en termes de clients. Donc j'ai hâte d'en parler avec toi. Avant ça, pour que les auditeurs puissent te connaître un petit peu mieux, j'ai prévu un micro-portrait chinois. Est-ce que tu connais le concept ? Je crois que c'était pas ça qu'on avait fait la dernière fois, mais je connais à peu près le concept. C'est je dois me décrire en un mot par rapport à quelque chose, non ? C'est ça, je crois. Exactement, j'ai des petites questions perso, alors c'est perso mais pas du tout intrusive, et l'idée c'est que tu me dises la première chose qui te vient en tête. Ok, ça marche. Donc Cindy, donne-nous un livre que tu as adoré récemment. Alors, je ne l'ai pas terminé, je suis en train de le lire, et d'ailleurs, merci à toi pour me l'avoir envoyé. C'est le livre de Caroline Mignot, From Zero to Hero. Je ne l'ai pas terminé, j'en suis qu'au début, mais déjà rien que le début, il y a des trucs hyper actionnables, et franchement, j'adore, donc je dirais celui-ci. Ouais, il est trop top. Petite dédicace à Caroline si elle nous écoute. Ouais. Deuxième question pour toi, une citation qui t'accompagne au quotidien. Oh, ça va être hyper cliché, mais je peux pas faire plus authentique. C'est depuis que tu m'as sorti pour la première fois le mieux vaut fait que parfait.
Je te jure que c'est la citation qui me reste depuis que j'ai lancé mon business jusqu'à encore aujourd'hui et que je répète tout le temps à mes élèves pour la création de contenu et je la mets partout. Donc c'est un peu cliché de te dire ça, mais c'est la vérité. Mais je crois qu'à nous toutes, on a fait un lavage de cerveau collectif sur Instagram, où maintenant c'est la phrase qui martèle tout le monde. Et je veux dire que c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Oui. Cindy, le dernier achat dont tu es la plus heureuse? J'ai été à Paris le week-end dernier, j'ai fait une razzia chez Aromazone. Ça n'a rien à voir avec le business, mais il faut savoir que je suis quand même une adepte de beauté, de make-up, etc. Et du coup, on n'a pas Aromazone en Suisse, on n'a que le site internet. Et quand j'ai vu qu'il y avait un Aromazone à la Défense, je suis devenue folle, j'ai fait une razzia là-bas. Et je dirais que j'ai acheté des gouttes auto-bronzantes. Super achat, ça marche super bien. Ça se voit pas trop à l'écran aujourd'hui, je l'ai mis qu'une fois pour pas être orange, mais voilà, ça n'a rien à voir avec le business. Mais j'aime bien aussi les infos qui n'ont rien à voir avec le business. Ouais. 4e question, il y en a 5 au total. Une application dont tu ne pourrais pas te passer? Bon, il y en a 3 qui me viennent en tête, mais je dirais Canva. Est-ce que ça compte comme application? C'est plus un site, vraiment oui. Une application. J'ai découvert Beeper il y a pas longtemps. Je sais pas si tu connais, c'est une appli qui te permet de réunir en fait toutes tes messageries. Donc genre Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, etc. Toutes tes messageries en une, ce qui fait que tu as un seul endroit pour gérer tous tes messages. Et franchement, moi, ça me sauve la vie parce que j'ai tendance à ne pas mettre en non-lu les messages que j'ai déjà lus mais pas tout de suite répondus. Et du coup, même dans le perso, ça me joue des tours un peu des fois. Donc là, au moins d'avoir toutes mes boîtes de réception, je suis pas tentée d'aller voir des petits reels en répondant à un message Insta. Et ça me fait gagner pas mal de temps. Donc c'est un peu la dernière pour sortir des basiques Instagram, Canva, etc. Je dirais Beeper. Et ça s'écrit comment? B-E-E-P-E-R. Trop bien. Eh bien, je mettrai le lien en description pour toutes les personnes qui sont en train de sauter sur leur chaise en disant « Oui, c'est exactement ce qu'il me faut ». Dernière question pour toi, Cindy. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Quand on me rencontre en vrai et qu'on me dit que je suis la même que sur les réseaux. Que ça fait du bien de voir quelqu'un qui est identique sur les réseaux qu'en vrai, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ah, trop beau. Ouais. Je te le ferai à la fin de l'épisode, tu verras. Ok Cindy, merci beaucoup de t'être prêtée à ce jeu et à ces présentations. Maintenant, on va entamer le vif du sujet. On va parler de création de contenu, on va parler du temps que ça demande, on va parler de l'énergie que ça te demande, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de business, on va parler d'être entrepreneur et non pas créateur de contenu. Bref, on va parler de plein de choses et je pense qu'on va soulever des points qui sont très présents chez nos audiences respectives et beaucoup dans l'audience du podcast. Commençons, si tu veux bien, par parler de l'importance de créer du contenu. Alors, toi et moi, on fait partie de ces personnes qui, disons à qui veut bien l'entendre, il faut créer du contenu pour se faire connaître, pour toucher ses clients, pour être visible, pour marquer sa légitimité, etc. Est-ce que c'est toujours valable en 2024, là où on peut avoir l'impression que le marché est saturé, que les gens n'aiment plus vraiment consommer du contenu, où tout est déjà dit en gratuit? Est-ce que ça vaut quand même le coup de créer du contenu? C'est une très bonne question pour démarrer. Honnêtement, je pense que c'est clairement même plus pertinent que jamais. Je ne vais pas répondre que ça, on est d'accord, mais pour moi, c'est plus pertinent que jamais. Alors après, il faut un peu séparer les types de contenus. Il y a les contenus longs, les réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que je suis plus sur les réseaux sociaux que dans les contenus longs. Donc, je vais peut-être plus parler au nom des réseaux sociaux et des contenus sur les réseaux sociaux qu'un peu d'autres types de contenus. Mais pour moi, c'est vraiment plus pertinent que jamais parce que justement, au moment où tu as des marchés qui commencent à être saturés, comme on dit, qui commencent à avoir énormément de monde un peu partout et que tu vois beaucoup de concurrents et des concurrents qui ont peut-être plus d'abonnés, plus de réputation que toi, en fait, le seul truc qui va te différencier de tout ça, à part si tu as une offre qui sort un peu du lot, un peu comme la BSB Academy au moment où tu l'as sortie, tu vois, c'était une offre qui sortait du lot au moment où tu l'as sortie. À part si t'as un truc, et encore, faut réussir à faire comprendre aux gens que c'est un concept un peu innovateur, que c'est différent, etc. Mais en fait, la seule chose qui va te différencier, c'est ta personnalité à toi, si tu veux te montrer toi dans ton business, mais aussi les valeurs que tu transmets et les choses que tu transmets au travers du personal branding, que ce soit le tien ou celui de ton business. Et du coup, ça, les réseaux sociaux et la création de contenu plus global, pour moi, c'est un moyen hyper facile de faire passer en fait ces valeurs et ces messages. Alors sur les réseaux sociaux, ça peut être hyper simple. Pour les contenus plus longs, quand tu es sur un podcast ou sur YouTube, tu peux faire passer un petit peu la personnalité, etc. Parce que tu as l'audio et la vidéo. Sur les blogs, je vois plus un peu ça comme du pratico-pratique, vraiment axé référencement. Mais à partir du moment où tu as du son et de l'image, tu peux faire passer des intentions, tu peux faire passer des émotions, tu peux faire passer beaucoup plus de messages. Et du coup, c'est vraiment ça qui va te différencier dans un marché saturé. Donc oui, c'est
beaucoup plus pertinent que jamais, quoi. J'aime beaucoup ta réponse. C'est vrai que quand tu parles de contenu long, en fait, on distingue vraiment ce que tu appelles contenu long, que moi j'appelle média, les articles de blog, les podcasts, les vidéos, des réseaux sociaux. Donc là, dans cet épisode, on va quand même beaucoup parler des réseaux sociaux, même si ça pourrait être extrapolé et appliqué à tous les types de contenus. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un super moyen, avant tout, pour faire véhiculer, tu l'as très bien dit, son personal branding ou le branding de sa boîte, ses valeurs, son message. Et du coup, la première question qui me vient, c'est est-ce qu'il faut obligatoirement se montrer pour arriver à faire passer ses valeurs et adopter un ton de voix, ou pas forcément? T'es pas obligé de te montrer toi en tant que personne, mais il va falloir, si tu veux pas le faire, ce qui est complètement ok, il va falloir insuffler un peu de l'humain dans un business. Dans un business un peu plus, justement, déshumanisé en termes d'image, il va falloir insuffler ça de par... ça peut être de par le branding de manière générale, l'identité visuelle, on peut créer une mascotte, on peut créer des visuels qui donnent une impression un peu plus chaleureuse, un peu plus humaine, ou par le ton qu'on utilise, tu vois, rien que le fait d'être une marque, mais de tutoyer son audience, ça donne plus de proximité que quand on vous voit, par exemple, quand on dit on, sous-entendu grosse équipe, même si on est vraiment une grosse équipe, hein, mais juste de s'adresser d'un humain à humain, même caché derrière un logo, caché derrière une marque, c'est vraiment le truc le plus important. Donc si toi, en tant qu'humain, tu veux pas te mettre en avant, juste humaniser ta marque au maximum. Et ça va passer par le message, par le ton que tu utilises principalement et par les visuels aussi, les concepts un peu marketing que tu peux créer. Je pense que la mascotte, c'est une bonne idée si vraiment tu veux avoir le côté personnage, mais vraiment les valeurs. Et c'est pour ça aussi que Caroline l'a très bien expliqué dans son livre, mais la plupart des grosses marques maintenant qui explosent, c'est des marques qui viennent de personnes, de personnalités. Oui. À l'époque où, je reprends un peu le modèle de la beauté parce que c'est un endroit que j'aime bien aller un petit peu fouiller, à l'époque on avait du Too Faced, du Benefit, du Sephora, etc. qui prenaient de l'ampleur. Maintenant c'est plus les marques de Rihanna, de Selena Gomez, tu vois un petit peu toutes ces personnalités qui ont créé des marques parce que on s'identifie à la personne ou alors parce qu'on aime les valeurs que cette personne-là véhicule, quoi. En plus d'avoir des produits qui sont de qualité ou pas, j'ai pas tout testé, je pourrais pas dire, on va pas faire une revue beauté dans ce podcast, mais c'est surtout parce que la personne a un message à véhiculer ou a une prestance, et du coup c'est ça qu'il faut essayer de reporter au business. C'est plus compliqué quand on se montre pas, mais c'est pas impossible selon moi. Et tu vois, tout ce qu'on dit, ça me fait mettre le doigt, j'avais jamais conscientisé de cette manière-là avant, sur vraiment la différence entre créer du contenu en 2019 jusqu'à 2022 et créer du contenu en 2023-2024 dans les années à venir, où il y a toute cette notion de valeur, de personnification et d'humain qui rentre en compte, dans le sens où avant, créer du contenu, créer beaucoup de contenu gratuit, donner de la valeur, c'était déjà suffisamment différenciant et inédit pour être remarquable. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Et en fait, ce qui distingue les entrepreneurs qui se démarquent, c'est le fait de personnifier, mais qui se montrent ou qui ne se montrent pas. Tu as donné l'exemple de l'avatar ou même de la mascotte, et de personnifier leur business et d'avoir une vraie identité, une vraie teinte, une vraie couleur. Et j'aime beaucoup analyser ce que font les très grosses marques sur les réseaux sociaux et de dire comment est-ce que nous, on peut voir ça à la fois comme des symboles du marché et des tendances du moment, et à la fois comme des exemples parfois à suivre. Et je remarque que les plus grosses marques qui détonne en ce moment sur, par exemple, TikTok. Si je te demande quel est le point commun entre Duolingo, Quechua, Ryanair et les JO de Paris 2024, leur point commun, c'est qu'ils ont des community managers TikTok qui sont incroyables, quoi. Et maintenant, même les personnes connaissent le prénom de la community manager de Duolingo. Et dans tous les commentaires de Duolingo, ils citent son nom, tu vois, ils disent « Ah, elle est trop bien, et machin, et tout. » Et en fait, on voit qu'ils demandent de l'humain, ils demandent une identité, et je pense que ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs qui nous écoutent devraient aussi assimiler et se dire il faut que je donne une identité à ma marque, que je décide de me montrer ou pas. Ouais, complètement. Et je sais pas si tu as vu aussi, il y a dans certaines vidéos de grands youtubeurs où tout d'un coup ils ont une collab avec des marques, etc. Tu as carrément le community manager ou le responsable des collaborations qui apparaît dans la vidéo pour présenter son truc ou pour participer au concept de la vidéo. Parce que, juste d'avoir la personne qui fait sa pub, ça suffit plus et on a besoin de pouvoir se rattacher, de dire ah ouais, telle marque, c'est lui. Et c'est pour ça que se montrer, ça reste toujours plus facile. Mais après, on peut aussi vouloir chercher l'effet du cette marque, c'est ça, c'est cette valeur, ce slogan, c'est ce... Tu vois, il faut vraiment qu'on puisse identifier, que ce soit par un humain ou par une phrase ou par quelque chose, la marque hyper facilement. C'est plus que le logo maintenant.
Avant, on identifiait la marque par le logo, tu vois, le logo Nike ou ce genre de choses. Maintenant, ça serait plus par les égéries, par des publicités marquantes, ce genre de choses-là, que vraiment le logo à part entière, quoi. Donc je pense qu'un des premiers points qu'on peut mettre en lumière et en évidence pour les auditeurs, c'est de se dire, ce n'est plus aujourd'hui comment est-ce que je fais pour créer le contenu de la meilleure qualité ou le meilleur contenu, c'est comment est-ce que je fais pour créer un contenu qui transmet mes valeurs, les valeurs de ma marque, de mon entreprise, et qui se distingue à travers ça. Et c'est plutôt tout à fait la même façon de voir les choses, je trouve. Non, parce que maintenant, des contenus type 5 astuces pour trouver les bons hashtags, je caricature un peu, mais tout le monde l'a fait, tout le monde l'a déjà fait. Et ok, si t'apportes un truc nouveau, ou avec ta vision, ou avec ton expertise, ou avec voilà, mais il faudrait plutôt dire, par exemple, là on part un peu dans les types d'accroches à faire, mais au lieu de donner 5 tips pour trouver les bons hashtags, c'est la stratégie hashtag que j'ai testée et qui a fonctionné pour moi, par exemple, tu vois. Et c'est vraiment d'incorporer sa propre histoire et sa propre expérience à l'intérieur. Si on veut donner des tips, je pense que ça fonctionne toujours, ce genre de contenu, mais il faut incorporer de nous à l'intérieur, en fait. Que ce soit nous en tant que business ou en tant que personne. Totalement d'accord. Et du coup, ça va être la parfaite transition pour ma question suivante, c'est de dire, du coup, en 2024, qui est l'année à laquelle on enregistre cet épisode de podcast, petite dédicace à ceux du futur qui écouteront ça en 2042. Non, jamais. T'imagines ? Mais j'espère, bien sûr. Quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux aujourd'hui en 2024 ? Est-ce que tu parles en termes de format ou en type de contenu ? On peut faire les deux d'ailleurs. Tiens, on va faire les deux. Eh ben, c'est une très bonne remarque. Il y a le fond et il y a la forme. Ouais. Et du coup, je veux bien qu'on aborde à travers ces deux axes. Ouais, il y a vraiment les deux parce qu'on entend tellement de choses actuellement sur Insta. Et je vais pas dire que j'ai la réponse universelle parce que clairement, il y en a pas, je pense. Ça dépend vraiment du type de compte, ça dépend de beaucoup de choses. Mais surtout, il y a un truc que j'ai envie de démystifier, c'est qu'on a eu vraiment un très long moment du « la vidéo, il y a que ça qui fonctionne. La vidéo, c'est le seul truc qui fonctionne. Faut faire que des vidéos. » Quand on a une stratégie multicanal, le format vidéo, c'est le format qui va le plus sur toutes les plateformes maintenant. Si tu veux être sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Short, et je dirais même sur LinkedIn, un peu maintenant, la vidéo sur LinkedIn, ça marche bien. Le format vidéo, c'est celui qui pourrait être le plus universel. Un carousel Instagram, ça va aller Instagram et LinkedIn peut-être. Ah, je crois que TikTok, maintenant, ils ont mis les carousels. Je sais pas à quel point ça fonctionne. Franchement, TikTok et moi, j'ai pas encore hyper bien analysé ce monde-là. Moi, c'est plus Instagram. Mais en soi, sur Instagram, en tout cas, il n'y a pas que le format vidéo. Je sais pas si t'as vu passer récemment, Instagram, ils ont ajouté une rubrique un peu d'aide dans les statistiques, ou je sais plus exactement où, qui te donne 14 choses à faire pour que tes Reels y fonctionnent. Et dans une de ces astuces, c'est qu'il faudrait au moins poster 10 Reels par mois. Donc là, c'est les infos d'Instagram en mode, ils mettent ça en avant, il faudrait poster au moins 10 Reels. Ce qui fait quand même potentiellement 2 à 3 Reels par semaine, ce qui est pas négligeable. Mais du coup, on va se dire, du coup, je vais faire que ça, parce que je poste 3 fois par semaine, s'il faut 3 Reels par semaine, je vais faire que ça. Le problème, c'est que les Reels, pour moi, c'est hyper sympa pour attirer de nouvelles personnes. Sur Instagram, en fait, il faut vraiment savoir quel est l'objectif du post, c'est-à-dire est-ce que c'est de gagner en visibilité, est-ce que c'est de convertir tes abonnés, est-ce que c'est juste d'engager. Et quand tu as un objectif de visibilité, d'attirer des nouvelles personnes, les Reels, c'est génial, parce que tu peux faire des Reels hyper faciles, tu le fais très bien d'ailleurs avec les mèmes, les gifs, etc. Ce genre de choses, c'est pas pour rien que ça fonctionne, ça attire plein de monde. Ça attire pas forcément toujours les bonnes personnes. Je sais pas si t'en as fait l'expérience. Moi, j'ai eu un Reels qui a atteint les 5 millions de vues. Ça m'a rapporté, je pense, 5, 6, 7 000 abonnés, je sais plus exactement. Mais par contre... C'est énorme déjà. 0 vente. Rien par rapport à ça. Ou peut-être, oui, dans les mois d'après, j'ai pas vraiment pu analyser qui venait de ce Reels. Mais à mon avis, il y a pas grand monde qui vient de ce Reels qui va acheter quelque chose. C'est très peu qualifié, les réels. Ouais. C'est ça. Et surtout, les types de réels avec les mèmes, les gifs, etc., tu peux attirer les bonnes personnes quand tu es dans des niches, genre par exemple tout ce qui est parentalité, je trouve que tu arrives encore à attirer les bonnes personnes, mais dans l'entrepreneuriat, c'est dur quoi, parce que tu vas faire des trucs du type quand t'as pas fini ta to-do list du jour, etc., alors que tu vends des accompagnements Instagram, ouais, c'est moyen. Du coup, ça apporte pas toujours les bonnes personnes. Donc les Reels et les formats vidéo, c'est génial pour attirer du monde. C'est pas forcément, en tout cas de ce que moi j'ai pu expérimenter, ça fonctionne chez d'autres, mais chez moi, c'est pas le truc qui convertit le mieux. Pour moi, les posts et les carousels, c'est ce qui marche le mieux en ce moment chez moi. Donc, je pense pas que c'est universel. Mais il faut pas oublier qu'Instagram, s'il propose différents formats, c'est qu'il aime bien aussi qu'on les utilise un peu tous. Donc, de ce que j'ai pu voir, j'aime bien un peu regarder de l'autre côté de l'océan ce qui se passe chez nos amis américains. Et en général, les comptes qui maintenant, avec eux, une stratégie Reels, c'est des comptes qui ont peut-être 50 à 100 000 abonnés, mais qui font des 5 000, 6 000 vues par vidéo. Je te jure, quand j'ai été voir un peu ce qui se passait, mais
elles sont passées où les vues? Et par contre, ceux qui continuent à grandir, ils ont une stratégie maintenant où ils mélangent un peu. Ils font un Reels, ils font un carousel, ils font un post. Et vraiment, ce côté mélange de formats, je pense qu'en termes de format de post, il faut vraiment varier. En tout cas sur Instagram. Les autres réseaux, j'ai pas assez de vision là-dessus, mais en tout cas sur Instagram, en termes de format, faut pas se limiter qu'aux vidéos. Pour moi, c'est un peu dangereux. Ça va être un peu une trend, voilà. Mais quand il va falloir recommencer à faire des posts, on sera plus dans le rythme. Je suis complètement d'accord. C'est un petit peu la conclusion que j'ai faite de mon côté aussi et les observations. On mettra de côté tous les changements d'algorithme, les fonctionnalités, parce qu'on n'a pas trop la main mise dessus. Et qu'en fait, si on commence à se prendre la tête de créer du contenu pour l'algorithme, tous les 15 jours, on revoit notre stratégie de contenu. C'est épuisant. On ne peut jamais faire correctement les choses, quoi, tu vois. Ouais. Et ce que j'ai observé de mon côté, c'est qu'en fait, la question « quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux ?» elle est complètement biaisée. Parce qu'elle sous-entend le mieux pourquoi. Et en fait, les contenus qui fonctionnent le mieux pour convertir ne sont pas les contenus qui fonctionnent le mieux pour être visibles, qui eux-mêmes ne sont pas les contenus qui fonctionnent le mieux pour engager. Et sur le compte The Bee Boost, moi, ce que j'ai observé, c'est que les contenus pour rendre visibles qui fonctionnent le mieux chez nous, c'est soit les réels, avec les mêmes, les vidéos, soit des contenus hyper pratico-pratiques du style un outil qui cartonne ou alors un spotlight sur une nouvelle fonctionnalité Instagram, enfin un truc très, très concret. Les contenus qui fonctionnent le mieux pour engager, ça va plutôt être par exemple des photos de moi avec une réflexion perso ou alors un petit carrousel avec un partage de ce qui s'est passé dans ma pellicule au mois précédent, tu vois, quelque chose où on parlait d'humanité, on parlait d'authenticité, on parlait de créer du lien. Et les contenus qui convertissent le mieux sont des contenus qui sont plus ventes ou alors des témoignages de la preuve sociale. Mais un contenu qui convertit n'est pas un contenu qui engage et encore moins un contenu qui est visible. Ouais. Et souvent, les gens pensent qu'il faut un contenu qui fait tout. Non, tu peux pas avoir un contenu qui attire, qui engage et qui convertit. Ou alors vraiment c'est le contenu du siècle, peut-être un. Et tu n'en auras qu'un dans toute ta vie. Il y en aura un seul, c'est le contenu. Et après tu réessaies de le refaire, ça fonctionnera plus. Mais c'est exactement. En fait, quand j'étais le week-end passé à Paris, j'ai eu une question de quelqu'un qui me disait, je comprends pas quand je fais des posts où je prends des heures dessus. Ça fait 3 likes et un commentaire. Par contre, quand je partage une vidéo bête de ma fille qui danse, j'ai des dizaines de likes, j'ai des dizaines de commentaires, tout le monde partage, tout le monde interagit. Je comprends pas pourquoi, quand on fait un post professionnel, ça fonctionne pas. Et en fait, ce que j'ai répondu à cette personne, c'est que quand elle partage la vidéo de sa fille, elle le fait par plaisir, sans réfléchir, sur le moment, spontanément, en fait. Et plus tu vas réfléchir, plus tu vas aller revoir, faire des recherches et tout, à part si vraiment tu es dans un domaine hyper particulier où il ne faut pas dire une connerie parce que sinon il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes, mais c'est pas en donnant des astuces Instagram ou business qu'il va arriver grand-chose. Donc plus tu mentalises en fait ton contenu avant de le poster, plus tu as le temps de passer à côté de ce que tu voulais dire à la base, surtout. Tu as une idée, tu as un message, et plus tu vas le retravailler, à la fin, ça sera plus du tout le message que tu voulais faire passer à la base. Et c'est pour ça que les contenus partagés et spontanés marchent plus. C'est parce que tu as une idée, paf, tu postes. Et voilà. Et c'est sur le moment, et c'est spontané, et tu es dans la même énergie que ce que tu as pensé, en fait, au début. Et je pense que c'est un des trucs qui fonctionne, c'est vraiment, comme tu dis, les contenus aussi qui vont droit au but. Là, c'est un autre type de contenu, mais les contenus qui vont droit au but, donc avec un petit truc, une petite astuce. Les astuces fonctionnent toujours, mais en fait, le truc, c'est que il faut que ça soit vite consommé. Parce qu'en fait, avant, quand il y avait à peu près que Instagram qui était là, t'avais 1 heure à scroller sur les réseaux, tu passais ton heure sur Instagram. Maintenant, tu passes 10 minutes sur Insta, tu passes 10 minutes sur TikTok, tu passes 10 minutes sur YouTube, tu passes 10 minutes sur X. En fait, les réseaux et notre attention sur les réseaux étaient distillés. Et du coup, si tu te concentres que sur un réseau, il faut que l'information soit vite gobée. J'aime bien dire des fois, c'est un peu des informations que tu dois gober pour que la personne s'y intéresse, parce que si elle doit passer 3 heures à lire ton carrousel, elle n'a pas le temps, en fait. Est-ce que toi, déjà, tu lis des carousels qui te prennent 3 heures à lire? Alors, à moins que le sujet soit super bien amené et que ça soit un truc précis qui t'intéresse au moment T, tu vas pas prendre le temps de le lire. Donc, les contenus qui vont droit au but, et je dirais qu'il y a un 3e type de contenu, c'est vraiment les contenus auxquels les gens peuvent s'identifier. Plus tu vas rechercher, en fait, ah, c'est exactement ce que je pense, ou ah ouais, c'est exactement ce que je vis, plus tu vas en fait faire en sorte que les gens vont avoir des émotions. Et on parlait avant du côté humaniser son business et tout. Humaniser, c'est aussi faire ressortir des émotions. Et quand la personne peut s'identifier à ce que tu dis, que ça va lui susciter un truc, je sais pas, de la joie, de la peine, de l'humour, enfin du rire, les gens vont interagir avec ton contenu, quel qu'il soit, au moins liker, je dirais, au moins ils vont liker, quoi.
Du coup, si je dois résumer un petit peu les contenus qui fonctionnent le mieux en 2024, la première question à se poser, c'est déjà, c'est quoi mon objectif? Est-ce que je veux être visible? Est-ce que je veux engager? Ou est-ce que je veux vendre? Parce que là, on va pas parler des mêmes contenus, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Mais ce que j'ai entendu, c'est que tout ce qui est le contenu vidéo, les contenus courts, y compris par exemple les mèmes, les choses comme ça, mais pas que, c'est très bon pour la visibilité. Que les contenus qui vont droit au but aussi, comme tu viens de le dire, ça fonctionne très bien parce qu'on est aussi dans une ère de l'économie de l'attention et sur les réseaux sociaux, on s'attend plutôt à ce qu'on appelle du snack content, des contenus pas qui vont nous faire remettre notre vie en perspective, mais qui vont donner une information très vite, qui va générer une prise de conscience, un rire, une connaissance, mais on va pas vouloir une encyclopédie. Et le troisième type de contenu, c'est les contenus auxquels tu peux t'identifier parce que ça te parle, toi, à un challenge ou une problématique ou un sentiment que tu peux vivre à un moment T. Exactement. Et je rajouterais même, c'est plus un format, mais vraiment essayez de garder les contenus que vous postez sur le feed, pas forcément des contenus de vente. Moi, je dirais que vraiment, s'il y a un truc à faire en 2024, c'est concentrer tout ce qui est vente en story. Parce que les stories, c'est l'endroit où les meilleurs de tes meilleurs, des plus engagés de tes abonnés vont être à tous les coups. Et c'est là où tu as le plus de chances de réussir à vendre quelque chose, en tout cas de manière directe. Après, si tu veux faire un post qui parle d'un freebie, par exemple, et qu'ensuite t'amènes la vente de par ta séquence mail, etc., ok, mais la vente directe en mode « rejoins mon programme », etc., ça, si tu arrives à le garder uniquement en story, franchement, c'est là où tu auras les meilleurs résultats. Parce que, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, quand j'ouvre Insta, le premier truc que je fais, c'est que je vais regarder les stories. Je clique sur les stories. Et les premières stories, c'est les gens que j'aime le plus. Je regarde 10, 15, 20, peut-être stories. Après, j'arrête. Et du coup, voilà, tu sais que les gens qui regardent tes stories, c'est les plus engagés, les plus abonnés. Alors oui, du coup, forcément, tu auras déjà tes clients actuels. Mais rien ne t'empêche de revendre quelque chose d'autre à tes clients actuels, on est d'accord? Et en plus, ça va être les personnes qui vont être le plus aptes à passer à l'action directement. Et moi, en tout cas, je vois ça, c'est que dès que je fais un post de vente, pourtant je donne plein de valeurs, je fais plein de trucs cool et tout, un post de vente, c'est le post qui flop, qui machin. Alors, j'ai décidé d'arrêter les posts de vente, je fais ça qu'en story et ça fonctionne très bien. C'est hyper intéressant de ton point de vue parce que ce que je faisais jusqu'ici, moi, c'était évidemment vendre en story et évidemment que la conversion est bien plus intéressante par là-bas. Je mettais quand même des posts de vente sur mon feed juste pour marquer ne serait-ce que le début et la fin des ventes. Tu vois, et dire voilà, maintenant c'est bon. J'attends pas de ce post qui performe, j'attends pas de ce post forcément qu'il me rapporte plein de ventes directement, etc. Mais je me dis, je le mets là. Comme ça, n'importe quelle personne qui se balade sur mon profil voit que je suis en train de vendre quelque chose. Et si jamais ils attendaient l'information, qu'ils étaient déjà au courant, qu'ils avaient besoin d'un reminder, ou même juste qu'ils me découvrent, il y a quand même une information visuelle avant même qu'ils aillent voir mes stories. Toi, tu te déconseillerais totalement de mettre un post de vente sur ton feed ou est-ce qu'après, c'est chacun qui fait à sa sauce? Non, alors de toute façon, chacun fait à sa sauce, ça c'est sûr. Quand c'est dans des énergies de lancement, où voilà, tu lances un produit, il y a une date de début, une date de fin, c'est encore différent. Parce que là, tu peux mettre le post et puis va durer la semaine de lancement, puis après, au pire, tu l'archives si tu veux pas qu'il apparaisse ou tu le laisses, etc. Mais je parlais plus en fait des contenus de vente sur des contenus, par exemple, evergreen, quelqu'un qui a une formation qu'elle vend en continu et que c'est sa seule offre et qu'en fait, en gros, dans tous ses contenus, ce qu'elle doit faire, c'est vendre son offre. Si à chaque fois, elle martèle la même chose de vente, etc., ça va être un petit peu embêtant. Tandis qu'en story, même si tu le racontes 2-3 fois par semaine, tu peux le dire de manière différente. Ou alors, si vraiment tu veux l'insuffler dans tes contenus, soit tu le mets, par exemple, à la fin d'un carrousel, tu mets tout un carrousel où tu apportes de la valeur, tu apportes quelque chose, tu divertis la personne, bref, tu regardes ton objectif. Et à la fin, tu amènes tranquillement la transition vers, si tu veux aller plus loin, etc. J'ai cette offre, j'ai ce freebie, j'ai ci, j'ai ça. Mais quand tu as quelque chose en evergreen, d'avoir vraiment que des posts de vente en direct, en frontal, moi, c'est quelque chose que je conseille plus forcément. Après, quand c'est un lancement, début-fin, là, c'est encore différent. Ça, c'est sûr. Parce qu'en plus, tu publies en général plus de contenu durant ces moments-là, tu as une stratégie différente, et puis tous tes contenus sont axés là-dessus, et les gens savent que tu es en lancement. Donc, ils savent que ça va être une semaine où ils vont en manger tous les jours, et après, ça sera terminé, par exemple. Donc, dans ce sens-là, ça va. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que tu dis. Je pense qu'il y a du vrai. Anna qui met les petits pains d'un grand. Non, je pense que tu as raison. Point. Voilà. Ça va, je te donne le point. Toi. Trop bien. Du coup, j'aborde un petit peu la question qui est la question centrale de cet épisode de podcast, c'est la création de contenu, c'est hyper énergivore.
Et j'ai énormément de personnes, que ce soit dans l'audience sur Instagram ou même mes élèves au sein de mes programmes, etc., qui ont l'impression de s'épuiser à créer du contenu, qui se disent, mais moi j'ai l'impression, comme tu disais tout à l'heure, de passer 4 heures à créer un réel qui fait 3 pauvres malheureuses vues, qui me rapporte même pas d'abonnés et encore moins de ventes, etc. Est-ce que vraiment, et là j'aimerais qu'on compare peut-être nos deux expériences, créer du contenu, c'est énergivore et c'est épuisant. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'épuise aussi? Je vais pas dire non, parce que clairement, ça l'est. Clairement, ça l'est, mais il y a une variante où j'ai remarqué, à partir du moment où tu l'enlèves de l'équation, tout devient plus simple. Ça s'appelle le perfectionnisme. Parfait. Honnêtement, si tu enlèves cette partie-là de l'équation, ça deviendra tellement plus simple. La plupart du temps, quand tu passes trop de temps sur un post ou que tu procrastines, etc., c'est parce que tu as du perfectionnisme et que tu veux que ton post soit parfait. Ou alors le nombre de fois où j'ai vu personne tout refaire juste parce qu'il y avait un S qui manquait. Alors, je suis pas la pro de l'orthographe, tout le monde sait, enfin je fais plein de fautes d'orthographe tout le temps, à part si t'es prof de français, là ok, mais sinon, un S qui manque, c'est pas la fin du monde. Et du coup, je vois tellement de personnes qui postent un truc, qui se disent mince, il manque un S, qui vont enlever leur post, qui retournent sur Canva, qui modifient, qui réexportent tout, qui reprogramment, qui remettent la description. En fait, tu vois le temps perdu pour un S que potentiellement peut-être, allez, 3 personnes vont remarquer, et une personne va se dire ah non, elle a oublié un S, je vais pas travailler avec elle. Enfin, honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé. Il y a beaucoup de personnes de mes clientes qui en rigolent, qui me font remarquer que j'oublie un S, que j'oublie un truc, que c'est faux, etc. Mais jamais personne qui va se dire, à part, encore une fois, si t'es prof de français, ah non, elle a oublié un S, je vais pas travailler avec elle, quoi. Jamais. C'est inadmissible. Enfin, c'est inadmissible, il y a un S, enfin, non. Et du coup, vraiment, à partir du moment où j'ai enlevé ça de l'équation et de me dire, j'arrête de vouloir que tout soit parfait, mais c'est devenu tellement plus simple. Je passe 3 fois moins de temps sur les posts, je réfléchis 2 fois moins. Enfin, je sais pas, toi, de ton côté, l'expérience que tu as eue avec ça, mais c'est vraiment le truc où, chez toutes les personnes qui galèrent à publier régulièrement ou qui mettent du temps phénoménal à faire des posts, en général, c'est qu'il y a un problème de perfectionnisme. Je suis complètement d'accord. C'est ce que j'observe aussi le plus. Et je te rejoins sur oui, créer du contenu, c'est énergivore, c'est chronophage. Et en même temps, toute stratégie business l'est. Donc l'idée, c'est aussi de choisir celle qui nous procure du plaisir et celle qu'on aime faire. Je sais que c'est ton cas, moi c'est mon cas. On adore créer du contenu. Si on pouvait être payé par nos états respectifs ou nos pays respectifs pour créer du contenu, on le ferait. Il n'y aurait pas de souci. Mais bien payé, tu vois. Donc oui, c'est énergivore, mais le moment où ça devient lourd, le moment où ça devient une charge, le moment où ça devient épuisant, c'est effectivement soit qu'on n'est pas dans la bonne stratégie, soit qu'on ne le fait pas correctement, ou soit, et ça c'est le cas le plus souvent, le plus commun, qu'on essaye de trop bien faire. Et j'ai toujours l'impression que, par exemple, si tu passes 4 heures à faire un post, 80% de ton post est fait en 40 minutes. Et qu'en fait, les 3 heures et quelques, des 3h20 qui restent, sont le perfectionnisme, la remise en question, la réécriture, le « non mais c'est de la merde, je recommence tout », le « ok c'est bon finalement j'y reviens », le « hop », tu vois. Et en fait, c'est ces 20% de perfection en plus qu'on va chercher qui nous prennent 80% de notre temps. Non, vraiment, et j'aime beaucoup le fait que tu dises que la création de contenu, c'est une stratégie business parmi tant d'autres. Et en fait, je vais pas dire qu'on n'est pas obligé de créer du contenu, parce que franchement, moi, je pense que ça change beaucoup pour un business, en tout cas actuellement. Mais moi, tu vois, je suis quelqu'un qui déteste démarcher. Genre faire de la prospection, et je sais qu'on est beaucoup, et je pense que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast sont dans le même cas que moi. Je déteste faire de la prospection, et du coup, pour moi, la création de contenu, c'est un moyen, en fait, d'amener les gens à moi. Mais en plus de ça, c'est surtout qu'après, si je dois faire de la prospection, parce que oui, j'ai une offre à vendre et oui, je dois payer mes factures tous les mois comme tout le monde, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'aller vers les gens parce que ces gens-là vont me connaître. Ils vont voir mes contenus, ils vont connaître un petit peu de la valeur, entre guillemets, de ce que je fais. Ils ont un aperçu de qui je suis et du coup, hop, de leur envoyer un message en mode « Eh, j'ai sorti ça, ça t'intéresse de tester, etc. » Ça va être tellement plus simple que d'aller à froid vers quelqu'un qui ne te connaît pas et qui, dans 90% des cas, va pas répondre à ton message parce qu'on en a marre de la prospection à froid sur Instagram. Donc juste le fait d'avoir des gens qui te connaissent finalement et qui savent ce que tu fais. Et au final, du coup, t'as pas besoin de 30 000 abonnés, quoi. Allez, t'as 1000 abonnés, t'as un truc à vendre, c'est quand même 1000 prospects qui te connaissent et à qui tu peux aller facilement démarcher parce que
t'as déjà un contact avec eux, quoi. Totalement d'accord. Du coup, c'est vrai que ce perfectionnisme, c'est peut-être la raison numéro 1 pour laquelle on s'épuise à créer du contenu. Parce qu'encore une fois, créer du contenu, c'est énergivore, bien sûr, mais ça n'a pas à être épuisant. Ça n'a pas à être le bagne ou la pire tâche ou le truc insoutenable, tu vois. Donc, lâcher le perfectionnisme. C'est fun. Mais oui, c'est trop fun de créer du contenu. Ouais, en général, quand tu lances un business, normalement, c'est que t'es passionné par ce que tu fais. Et on dit toujours que si tu arrives à trouver un truc dont tu pourrais parler toute la journée et d'en faire ton business, c'est là où tu vas être le plus heureux. Mais du coup, ok, c'est chouette de le faire, mais du coup, là, t'as un endroit, en fait, où tu peux en parler à tout le monde de la manière dont tu veux, parce que t'as pas de limite, t'as personne qui te dit comment faire. Tu peux parler de ce que tu veux, comme tu veux, et ça va t'apporter non seulement des clients, parce que moi, j'aime bien voir, en tout cas Instagram, je parle de mon expérience, mais j'aime bien voir Instagram comme un levier pour t'apporter des clients, mais ça t'apporte également d'autres opportunités que des clients. Enfin, t'as pas que le côté vente là-dessus, ça t'apporte des opportunités de podcast, d'intervention, de conférences, en fait, tout ce que t'as envie de pouvoir faire et créer dans un business, tu peux aussi l'obtenir et avoir des relations, créer des relations, etc. Grâce à Instagram et aux réseaux sociaux, il n'y a pas que le côté vente là derrière, tu as aussi le côté opportunité. Et ça, on l'oublie assez souvent. On l'oublie trop souvent. Totalement d'accord avec toi. C'est pas que pour vendre, mais c'est aussi pour le réseau et tout ce qui va autour. Donc Cindy, on a parlé du perfectionnisme comme étant une des premières clés pour le coup à lâcher pour moins s'épuiser à créer du contenu. Toi, tu as l'habitude, on en parlera après, mais tu accompagnes des dizaines de personnes chaque mois à créer du meilleur contenu et de manière plus fluide, plus simple, en moins chronophage. C'est quoi la deuxième erreur que tu peux observer chez ces personnes quand elles viennent te voir et qu'elles te disent « mais moi, ma création de contenu, c'est une tanasse, ça marche pas, je m'épuise, j'y passe trop de temps, etc. » En général, c'est les personnes qui veulent tout le temps réinventer leur roue, comme j'appelle. C'est-à-dire que les personnes qui voient trop loin, au dehors du perfectionnisme pur et dur de dire est-ce que mon truc est aligné, est-ce que j'ai des fautes d'orthographe, mais t'as le côté vouloir faire trop compliqué et surtout rester dans sa peau d'expert et ne pas se mettre à la place de l'audience. Ne pas se mettre à la place de la personne qui va consommer ce contenu et juste de balancer des choses. Et en fait, c'est là où ça devient énergivore et qu'on commence un peu à en avoir marre. C'est pas vraiment s'épuiser finalement, c'est en avoir marre parce qu'on va faire les choses, même si ça nous paraît facile et qu'on prend pas 1000 heures pour faire un post, on va pas avoir des résultats avec ça. Ce qui fait qu'en fait, on va vite se démoraliser, on va se décourager, et c'est là où ça va devenir énergivore, parce qu'on va se dire « je dois faire mon post Instagram, mais de toute façon, Instagram, ça me rapporte rien, et j'ai beau avoir les idées, et en 5 minutes, je peux te faire un post, mais il me rapportera rien. » Et du coup, c'est là aussi où on peut commencer à un peu, surtout perdre en motivation, et du coup, par la suite, ça devient un peu épuisant. Donc, de vouloir toujours réinventer la roue et repartir de zéro, etc. Alors que vraiment, sur les réseaux et encore plus sur Instagram, il faut jamais partir de zéro. Il faut jamais partir de zéro. Que ce soit d'une idée que tu as déjà fait, si tu as déjà fait un carrousel avec 5 choses à l'intérieur, reprends chaque chose et essaye de l'expliquer en te mettant à la place de ton audience. Est-ce que l'audience va comprendre ce que je veux dire ? Est-ce que l'audience il va y avoir quelque chose qui va capter son attention, capter sa curiosité, entre guillemets, et surtout, avec quoi est-ce que les gens vont ressortir de ce post ? Est-ce que ça va être, ils ont passé un bon moment, tu vois ? Ça peut être aussi ça, juste le côté un peu divertissant. Maintenant, le contenu divertissant, ça fonctionne assez bien. Ou est-ce qu'ils vont ressortir avec des infos ? Ou est-ce qu'ils vont ressortir avec un questionnement, quelque chose à aller creuser ? Voilà, le fait de vraiment pas repartir de zéro et ne pas chercher à réinventer toujours les choses et surtout se mettre à la place de l'audience. Ça fait beaucoup finalement, il y en a 4 en 1, là. Je suis d'accord que quand tu parles de ne pas vouloir réinventer la roue, c'est ce que j'observe aussi beaucoup chez mes élèves, etc. De penser qu'un post ne peut pas être publié si c'est pas un post qui n'a jamais été vu, quelque chose qui n'a jamais été dit, jamais formulé de cette manière-là, avec un exemple incroyable. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'on doit sortir de notre chapeau sans cesse des posts exceptionnels que personne n'a jamais dit avant nous, surtout pas les confrères, consoeurs, collègues, concurrents, on les appelle comme on veut. Et du coup, effectivement, on se met une pression de dingue, comme si on devait faire un TED Talk à chaque nouveau post, en fait, tu vois. Et de redire, non, en fait, on peut recycler, on peut s'inspirer, on peut redire les choses à notre sauce, on peut juste se lâcher la grappe et faire un contenu qui soit fun, qui soit divertissant, qui soit un peu de notre trip aussi, sans avoir se dire, je suis en train de rédiger le prochain prix Goncourt. Je pense que ça aide aussi à beaucoup lâcher prise, quoi, tu vois. Mais c'est ça, surtout si tu cherches le truc qui n'a jamais été dit, bonne chance. Bon courage. Tu peux trouver Bonne chance. Tu peux trouver la manière. C'est ça. Tu peux trouver la manière dont ça n'a jamais été dit, potentiellement, parce que tu vas le faire toi avec ton expérience et ton vécu, mais trouver un truc qui n'a jamais été dit, maintenant,
comme tu disais au début, le marché devient de plus en plus saturé, alors que, à moins que tu sois dans une niche, mais dans ce cas-là, je pense que tu as vraiment plein de contenu à faire. Si tu es dans un contenu où il y a beaucoup de concurrence, trouver un truc qui n'a jamais été dit, à moins que tu inventes des méthodes, et là encore, ça sert à rien. C'est pas sur les réseaux qu'il faut inventer une méthode. C'est ok, t'inventes une méthode pour une formation, pour un concept plus gros, mais c'est pas pour un post Instagram qui va vivre 48 heures que tu vas devoir inventer une méthode. Ça sert absolument à rien. Là, on s'épuise pour rien. Et ça me fait même mettre le doigt, tu vois, en parlant avec toi sur autre chose, c'est que bien souvent, quand on cherche à faire un post qui n'a jamais été vu ou jamais été dit, jamais été fait, on se tire soi-même une balle dans le pied, parce que déjà, bon, perfectionnisme, le temps que ça va nous prendre, l'énergie, la pression qu'on se met, mais en plus de ça, si même on y arrive, bien souvent, c'est des posts qui ne fonctionnent pas, parce que pour être dans des « ça n'a jamais été dit ou fait », forcément, je pars dans des sujets ultra experts ou ultra niches. Ouais. Et dans ce cas-là, je ne parle plus à mon audience, je parle à mon moi ou je parle à mes concurrents. Et bien souvent, moi, je vois, c'est une erreur que font énormément de mes élèves, parce qu'ils veulent se renouveler et dire à tout prix des choses plus pointues, plus expertes, parce qu'elles sont moins répétées sur les réseaux sociaux. Ben, en fait, ils ne parlent plus à leurs clients. Ils se parlent à eux-mêmes. Tu perds, c'est ça, tu perds l'audience, et c'est à ce moment-là, en général, que les gens viennent vers moi en me disant « Ouais, mais j'attire que mes concurrents, il y a que les gens qui font la même chose que moi. » Et juste se poser la question de « Ok, ça n'a pas encore été dit, mais pourquoi ça n'a pas été dit ? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui n'a pas été abordé ? » Déjà, juste se poser cette question, quoi. Je suis totalement d'accord. Du coup, Cindy, on va passer un peu en mode solution, parce que là, on a beaucoup souligné ce qui ne fonctionnait pas, ce qui fonctionnait aussi un petit peu, les erreurs qui pouvaient être faites. Donc, j'espère que, chers auditeurs, vous avez pris bonne note. Toi, si tu avais 2 ou 3 conseils à nous donner sur comment faire pour que la création de contenu redevienne fluide et simple, comment tu les formaliserais, sachant que tu peux recycler des trucs qu'on a dit précédemment. Si tu veux. Merci. Ah, mais j'applique mes propres conseils, je recycle les idées que j'ai déjà. Non, le premier conseil, ça va pas être un vrai conseil, je vais pas m'attarder dessus, parce que c'est pas vraiment un truc que tout le monde peut appliquer. C'est que si vraiment la création de contenu, c'est pour toi horrible, que vraiment ça te donne des boutons et tout, c'est de déléguer. Si tu peux te permettre, délègue. Franchement, c'est le premier conseil. Si vraiment tu veux pas, pour au moins avoir une présence, délègue. Si tu peux pas déléguer, ou si tu ne veux pas déléguer, ce que je peux comprendre dans les deux cas, moi, ce que je ferais, c'est d'essayer d'analyser où est le point de friction par rapport au contenu. C'est-à-dire, est-ce que c'est les idées qui te manquent ? Dans ce cas-là, potentiellement, revenir au conseil d'avant, c'est-à-dire ne pas chercher à réinventer la roue, regarder ce que tu as déjà dit, ce qui a déjà été dit, comment tu peux l'adapter toi à ton domaine, ou alors carrément t'aider de l'intelligence artificielle si c'est quelque chose que tu utilises dans ton business. Donc ça, c'est si c'est au niveau des idées que ça bloque. Si c'est au niveau des visuels, utilisez des templates. Il y a tellement de personnes qui disent « Ah, les templates, tout le monde se retrouve avec les mêmes choses ». Oui et non, tant que l'idée dessus n'est pas la même, le visuel en soi, voilà, c'est un moyen de faire passer les choses, tant que tu mets tes couleurs et tes polices et que tu personnalises un petit peu, voilà. Donc si c'est ça qui bloque, va là-dessus. Ne t'empêche pas de poster des choses juste parce que t'as pas envie d'utiliser les templates, ça c'est vraiment une mauvaise excuse. Et si après c'est au niveau du texte, du descriptif et des hashtags que ça bloque, souvent c'est ça, c'est qu'est-ce que je mets en dessous en description, qu'est-ce que je mets comme hashtag, où est-ce qu'il faut aller avec les hashtags, ça pourrait faire un épisode de podcast en entier, mais au niveau de la description, moi, quand je sais pas ce que je dois mettre dans la description, en général, je répète ce que j'ai dit dans le post, dans le visuel, soit tel quel, parce que je veux simplement que les mots-clés soient pris en compte, soit je reformule un petit peu, en gros, mais je vais pas me casser la tête, et juste, le seul truc important, c'est d'avoir une accroche bien visible en haut, parce que quand on scrolle, on a juste une petite ligne, un peu comme sur LinkedIn, on n'a qu'une petite ligne qui est visible. Donc juste d'avoir une petite accroche en haut et un appel à l'action à la fin, mais sinon le reste entre deux, si je sais pas quoi mettre, je recycle ce que j'ai mis dans le carousel par exemple, ou ce que je dis dans le Reels tout simplement. Et en termes de hashtag, tester des trucs. Franchement, je peux pas vous dire là, il y en a 5 qui fonctionnent, il faut en mettre 10, il faut en mettre 15, tout ce que je sais, c'est que maintenant ça fonctionne comme des mots-clés. Donc mettez des mots-clés intéressants par rapport au post que vous faites. Donc si vous faites un post sur les outils pour gérer son business ou gérer son temps, mettez des hashtags en relation avec ça et pas avec votre business de manière générale, mais que vous en mettiez 5, 10, etc. Tant que Instagram ne vous bloque pas à un nombre, c'est-à-dire 30 pour l'instant, ça sert à rien de faire d'autres choses. Tester, itérer, regarder, mais en tout cas, vous ne bloquez pas avec ça. Donc ça serait le premier conseil, ça serait de trouver le point de friction dans la création de contenu et essayer de voir qu'est-ce qui vous bloque. Et puis le deuxième, je vais vous redonner un deuxième, ça va être de regarder comment soi-même on consomme du contenu.
qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous attire. Et en fait, à chaque fois, moi, que j'ai un contenu qui m'attire l'œil ou qu'il y a un truc qui m'attire, que ce soit la musique, le visuel, le texte, quoi que ce soit, en fait, je vais essayer d'analyser qu'est-ce qui m'a attiré dans ce Reels pour, en fait, avoir une espèce de bibliothèque de mécanique qui fonctionne. Si c'est l'accroche qui m'a attiré l'œil, ben, je vais garder l'accroche en mettant mon sujet sur un autre post. Si c'est la musique, ben, je vais enregistrer la musique. Et donc, d'essayer de voir un petit peu comment moi je consomme, qu'est-ce qui moi m'attire, parce qu'en général, ce qui moi m'attire va attirer aussi ma cible par la même occasion. Donc voilà. Et puis il y a le fameux délégué qui pourrait être un troisième conseil, mais ça, je sais que ça, c'est pas pour tout le monde. Donc si vous pouvez et que vraiment ça vous donne des boutons, faites-le. Sinon, il y a 2 autres conseils. Merci pour ça, je trouve ça très juste, très pertinent. Je rajouterais, alors c'est un conseil réchauffé dans le sens très entendu, mais que moi j'utilise encore aujourd'hui et que je trouve terriblement et de manière très simple, très efficace, c'est le batching en fait. C'est qu'une fois que vous êtes dans le flow de création, créez plusieurs contenus d'affilée. Ne faites pas un contenu chaque jour en vous forçant à vous mettre dans ce flow de créativité. Si à un moment vous êtes dedans, brainstormez toutes vos idées de post, rédigez toutes vos descriptions à la suite les unes des autres, et d'avoir un petit temps qui est créé pour ça, ou alors de pouvoir bénéficier de ce flow, de se mettre dedans et de batcher, bien souvent c'est là que, en tout cas moi je sais que personnellement c'est là où je sors mes meilleurs contenus, quand je suis dans ce flow et que je me laisse le temps d'y être, et c'est aussi là où finalement c'est le plus fluide et le plus simple. Ouais, et où tu gagnes du temps parce que ton cerveau a pas à switcher d'une tâche à l'autre. S'il est focus dans trouver des idées, t'as toutes tes idées, t'es visuel, t'es dans les visuels, et tu vas pas passer de chercher à créer, à écrire, à programmer. C'est ça. Tu vois, et au moins ton cerveau reste en mode focus le plus longtemps possible, quoi. C'est exactement ça. Et pour les quelques auditeurs, parce que je sais qu'à chaque fois que on fait allusion au batching, j'ai la question de c'est quoi le batching. C'est une méthode qui consiste à refaire tout le temps le même type de tâches pour justement rester dans l'efficience. Par exemple, si à un moment je réalise des visuels, je vais faire 5 ou 6 visuels de 5 ou 6 posts à la suite les unes des autres. Si à un moment je brainstorm des idées, c'est pas je brainstorm une idée, puis je fais la description, puis je fais le visuel. C'est je brainstorm toutes mes idées. Après, je crée tous mes visuels. Après, je rédige toutes mes descriptions. Et ça permet de fluidifier en fait la tâche qu'on est en train de faire et de pouvoir itérer et optimiser notre travail là-dessus. Merci pour ces précisions. J'espère qu'elle servira à certaines personnes. Cindy, et du coup, j'ai une dernière question pour toi, qui est un petit peu la question culminante que je trépignais de te poser depuis le début de cet épisode. Tu as une méthode pour créer 1 mois de contenu en 1 journée de travail seulement. Je veux tout savoir, qui, quoi, où, comment, pourquoi. La question à 1 million. Je fais ça honnêtement depuis bientôt 1 année. Donc pas seulement pour moi, mais pour mes clients aussi. En fait, alors, il y a une grande partie qui est due au batching. Donc on vient d'en parler, c'était ce que j'avais noté. Il y a vraiment une grande partie qui vient du batching. Moi, c'est vraiment le truc, le fait d'être focus tâche par tâche. D'abord, de lister mes idées, d'écrire le script, faire les visuels, les descriptifs et programmer. C'est vraiment le process que j'utilise. Et c'est le process qui me permet vraiment de gagner du temps de fou. En plus de cela, je réutilise toujours les mêmes visuels. C'est-à-dire que moi, j'ai mes templates, je les réutilise, je les duplique, je les remets, je change juste le texte. Les structures sont à peu près toujours pareilles. Je rajoute 2-3 emojis. Et on est parti. Et puis, par exemple, pour les Reels, je les enregistre soit directement sur Instagram. Enfin voilà, j'ai une routine assez simple. Et en fait, j'ai testé un peu cette méthode avec pas mal de clientes. J'ai recommencé, pour te dire, après être passée dans le monde de la formation en ligne, j'ai recommencé à faire de la prestation de service il y a à peu près 1 année maintenant, où en fait, je créais du contenu pour mes clientes. Et donc, je créais 1 mois de contenu, en fait, et c'était littéralement en 1 journée. Alors, il y en avait certaines, des fois, je les étalais sur 2 jours, mais en général, aller en 8-9 heures de temps, donc 1 journée de travail à peu près, j'avais 1 mois complet de contenu, à coup de 3 posts par semaine, mélange de posts, carousel, reels, des stories, etc., etc. Et j'ai remarqué que ça fonctionnait bien et qu'en plus, les clientes avaient des résultats. Pour te dire, j'en ai 2 qui ont booké leur calendrier sur plusieurs mois, et d'ailleurs une qui a booké toutes ses randonnées pour tout l'été. Donc ça a fonctionné super bien, et puis je me disais, mais comment est-ce que je peux en fait itérer ça et vraiment avoir une méthode qui fonctionne de manière plus large, parce que quand t'es en prestat de service, tu le sais, au bout d'un moment, je prenais 10 personnes, mais je pouvais pas en prendre plus, parce que sinon ça devenait un peu compliqué. Et c'est là où en fait, j'ai commencé à créer un pack. J'ai créé un pack de templates. Voilà, basique, hein. Mais au lieu d'être juste un pack de templates, c'était vraiment 1 mois de contenu. Et ça a été un peu difficile à faire comprendre aux gens ce que c'était, mais c'était 1 mois de contenu. T'avais vraiment le mois de contenu stratégique où tu savais quoi poster et quand. T'avais tous les visuels, les descriptifs, les exemples de hashtags, des exemples de comment l'utiliser, de comment... Voilà, avec des tutos, etc., tout ce qu'il fallait. Et en gros, les personnes avaient juste à trouver
la thématique du post, entre guillemets, mais juste à remplir les trous, quoi. Remplir les trous sur les visuels, mettre à leur couleur, à leur police. Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de bons résultats. J'ai une cliente qui a triplé sa visibilité en 1 mois seulement. Genre, des fois, on dit, ça prend du temps, la communication, on est d'accord. Mais il y a des gens aussi, quand vraiment t'appliques les choses qu'on te dit, elle a triplé sa visibilité en 1 mois. Et ce pack, j'étais là, bon, c'est chouette. Comment est-ce que je peux le faire tous les mois ? Et du coup, c'est là où j'ai créé mon membership. Donc, à l'heure où tout le monde dit que le membership, c'est plus un truc à la mode, moi, je suis arrivée... Et du coup, c'est ça que je fais maintenant. Et c'est vraiment à l'intérieur la méthode que j'ai pour aider les entrepreneurs, alors surtout freelance, coach, prestataire de services, thérapeute, à créer un mois de contenu en une journée. Et c'est pas moi qui le dis, c'est une des membres. Elle est passée de 4 à 5 jours de création par mois à une journée, littéralement, pour créer un mois de contenu sur Instagram. Donc voilà, j'ai pris en fait, en gros, ce que je faisais moi et je l'ai itéré pour un max de personnes. Donc en fait, c'est un membership dans lequel tu as mis toutes tes connaissances que tu as appliquées pour tes clientes en individuel, c'est-à-dire les templates, les descriptions, les textes à trous, les thématiques, tout. Et en fait, les personnes, elles payent par mois et chaque mois, elles reçoivent tout ce qu'il faut pour faire leur post plus leur story du mois. Exactement. Il y a un mois de contenu, 4 posts, 4 carousels, 4 reels et 10 stories. Prêts à l'emploi avec des exemples pour différents types d'activités. Il y a juste à les personnaliser avec... quelques mots-clés dans son domaine d'activité et son identité visuelle. Et c'est prêt, quoi. Et t'as plus qu'à programmer. Trop bien. Et du coup, pour les personnes qui seraient intéressées, où est-ce qu'on peut retrouver les infos ? On peut retrouver les infos soit via mon compte Insta, soit sur mon site graphicmedia.ch/easycrea. Easy créa comme création facile en anglais. Je le mettrai en description. Et pour les personnes qui n'auraient pas encore peut-être les moyens de rejoindre ton membership pour le moment, est-ce que tu accepterais de nous donner les piliers sur lesquels repose ton membership ? Tout à l'heure, tu parlais de templates. Donc, ça peut être une piste pour les auditeurs de se dire je crée des templates. Et nous, je sais qu'on le fait beaucoup chez The Bee Boost. On a 6-7 templates. En fait, on les réutilise toujours les mêmes, quoi. On ne fait pas de la création graphique pour chaque post. Est-ce que tu accepterais de nous livrer les quelques piliers, du coup ? Bien sûr, bien sûr. Moi, les piliers principaux, c'est... Si je reprends un peu dans l'ordre du batching, c'est-à-dire les idées, les visuels et les descriptifs, moi, pour trouver les idées, c'est j'enregistre tout ce que je trouve. Dès que j'ai un truc qui me passe en tête, dès que je vois un post qui me plaît, dès que je vois n'importe quoi, j'enregistre. Et du coup, j'ai toujours... dans mes enregistrements Instagram, la plupart du temps, je les exporte pas vers Notion ou je sais pas quoi. C'est la plupart du temps dans mes enregistrements Instagram, un dossier sur lequel je vais aller pouvoir piocher en fait les types d'accroches. En général, moi, c'est pas vraiment le post au complet ou la thématique, mais c'est plus les types d'accroches et comment sont formulées les accroches où je me dis, tiens, je pourrais parler de ça de cette manière-là et où je réitère. Donc ça, c'est au niveau des idées. Je m'aide très rarement, honnêtement, de ChatGPT. Je sais que c'est un truc que faudrait que je fasse peut-être un peu plus souvent. Ça me pourrait me donner des idées en plus. Mais j'utilise pas beaucoup l'intelligence artificielle. Vraiment, j'ai mes sujets en tête. J'ai défini mes piliers de contenu, en fait. Et du coup, dès que je vois une accroche sympa, je sais que je vais pouvoir utiliser cette accroche pour un des piliers de contenu que j'ai. Et ensuite, au niveau des visuels, c'est ça, c'est les templates. J'ai créé 2-3... c'est même pas des templates au final, parce que c'est juste la première fois que j'ai fait un carousel, je l'ai créé. Et ensuite, je le duplique. C'était même pas dans le but de créer des templates, c'est juste je réutilise les posts que j'ai déjà fait finalement. Juste, tu changes le texte et tu l'adaptes. C'est ça, complètement. C'est ça. Je change le texte, je change un peu la mise en forme, etc. S'il y a un truc souligné, je le mets pas. Enfin, voilà, je change un petit peu quand même en fonction de ce que je mets dedans. Et pour les descriptifs, c'est je reprends ce qui est dit dans le post, dans le carousel ou dans le Reels. Soit j'argumente un petit peu plus parce qu'il n'y a pas assez de choses dans le visuel, soit juste je remets tel quel ce qu'il y avait dans le visuel pour les personnes qui préfèrent lire plutôt que regarder. Mais voilà. Et c'est tout. Je dirais que c'est vraiment ces 3 piliers-là. Toujours garder les idées dans un coin sur Instagram. Réutiliser les mêmes posts à chaque fois. Et les descriptions, vraiment pas trop se prendre la tête. Répéter ce qui a été dit dans le post pour vraiment bien que ça entre dans la tête de l'audience. Trop bien. Hyper simple, hyper efficace. Et encore une fois, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure de pas besoin de réinventer la roue, pas besoin d'avoir des trucs exceptionnels, pas besoin de chercher à faire un truc waouh, des trucs comme ça. En fait, on peut rester très simple, très efficace et conserver une vraie force de frappe parce que fonctionner comme ça permet de poster 3 fois par semaine ou plus vs quelqu'un qui, au lieu de créer un mois de contenu en une journée, va créer 2 contenus en une journée. Et au final, la force de frappe est divisée par 10, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, avec cette méthode, maintenant que j'ai l'habitude, j'arrive à créer 5 posts par semaine. Mais au début, si déjà vous arrivez à en faire 3, c'est bien. Vous verrez avec l'habitude, ça viendra plus facilement. Et le plaisir aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Exactement. Surtout ça.
À partir du moment où vous aimez pas ce que vous créez, c'est là aussi où il faut peut-être se poser des questions, quoi. C'est un bon point d'attention aussi. Trop bien, Cindy, merci beaucoup. Ça fait presque 1 heure qu'on papote, j'ai appris plein de choses. J'ai l'impression qu'on a couvert aussi le point, aussi bien d'un point de vue technique, logistique, mindset, à la fois dans les erreurs que les gens peuvent parfois faire et dans les solutions qu'ils peuvent envisager. Est-ce que tu verrais une dernière chose à rajouter, sachant que, évidemment, je mettrai le lien du membership en description pour ceux que ça intéresserait. Je dirais que surtout, ajoute ton expérience personnelle. Ajoute ton histoire, ton expérience perso, ton point de vue, tes valeurs à tes posts. Quoi que ce soit comme post, même des posts astuces, partage de pourquoi cette astuce elle a fonctionné pour toi, pourquoi ça c'est important pour toi, pourquoi toi tu le ferais comme ça, et c'est ça qui va te différencier de la masse de personnes qu'il y a maintenant sur les réseaux et qui pourraient te noyer un peu parmi le reste, quoi. Donc, humaniser son contenu. Ce qu'on disait en introduction de cet épisode, la boucle est donc bouclée. Exactement. Cindy, un grand merci pour ton temps, un grand merci pour cet échange. J'ai adoré cet épisode. Je te dis à très vite et puis prends bien soin de toi. Merci à toi pour l'invitation. J'aime trop discuter avec toi de tout ça. Et voilà les amis pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre des petites choses aussi bien d'un point de vue mindset que d'un point de vue aussi technique et que vous avez désormais envie d'aller les tester sur vos réseaux. Bonne création de contenu à tous. Et encore une fois, tous les liens qu'on a cités avec Cindy, que ce soit pour la contacter, voir son membership ou bien le site de Beeper, le livre de Carole Mignot et autres ressources que nous avons évoquées, sont en description de cet épisode de podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!